vous propose de nous arrêter un peu sur l'actualité liée au prix de l'énergie. J'invite à venir à me rejoindre sur scène Axel Spar, Véronica Tanner-Iser et Laurent Cherbu. On va parler donc explosion des prix avec des explications qu'Axel Spar va nous donner. Explosion des prix, programme plan de la Confédération face à la pénurie qui nous sera présenté par Véronica Tanner-Iser. Mais aussi, nous allons aussi aborder la question de votre rôle, de vos responsabilités et de comment SIG peut vous accompagner pour essayer de faire face à ces événements. Axel Spar, vous êtes directeur du négoce à SIG, donc vous et vos équipes, en fait, vous vous occupez d'acheter du gaz et d'électricité afin que ça soit livré à notre clientèle. Absolument. Bonjour à tous. Donc, effectivement, une actualité très très chargée sur les marchés de l'énergie. Et je vais vous proposer un petit flashback. Il y a exactement une année où quasiment au Club Énergie, on avait finalement déjà commenté beaucoup l'actualité. Et on était arrivé à deux constats. L'Europe était au centre d'une crise gazière, d'approvisionnement gazier. Et cette crise semblait devoir être ponctuelle. On avait donc deux scénarios pour le passage de l'hiver, un hiver rigoureux ou un hiver clément. Également, on avait bien sûr noté que cette crise gazière avait un impact sur le prix de l'électricité, avec une corrélation quasiment parfaite de 1 pour 1, ce qu'on voit très bien sur ce graphique de l'époque. Et on avait donc vu cette montée extrême du prix gaz qui avait aspiré le prix de l'électricité sur le marché à terme. Alors aujourd'hui, une année après, on est effectivement dans une situation compliquée parce que on va essayer rapidement de commenter ce graphique que vous avez sous les yeux en 5 points. Alors on commence par finalement la fin de l'année passée. On avait un point qui semblait très haut. Alors vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Ça semblait très haut, et puis on se disait ça devrait se calmer si l'hiver est pas trop rigoureux, ce qui a été le cas. Mais vous voyez, même si le graphique est un petit peu petit, que ça ne s'est pas calmé durant l'hiver. On traverse finalement l'hiver à un niveau qui reste élevé sur le niveau prix électricité et gaz. Et puis, fin de l'hiver, le 24 février, début du conflit en Ukraine dramatique, qui effectivement, comme attendu, inévitablement augmente le prix du gaz, ça explose. Ça aspire le prix de l'électricité, et depuis ce moment-là, on est dans une volatilité extrême, donc incertitude, avec annonce contre annonce, menaces, sanctions, est-ce que le gaz, la livraison va être interrompue, oui, non, boycott, etc. Et finalement, on porte ce fardeau d'incertitude jusqu'à la fin juin à peu près. Et à la fin juin, on a finalement des questions fondamentales pour livraison 23. Est-ce qu'on aura du gaz en suffisance pour tout le monde en 23 ? Pas forcément, si toutes les livraisons de Russie s'arrêtent. Et on tombe vraiment dans... On est déjà à des niveaux extrêmes dans l'irrationnel. On finalement passe le début juillet avec... on crève le plafond, 400 € le mégawattheure électricité, pour partir en apesanteur à 1000 € le mégawattheure électricité. Et on retombe peut-être d'un coup, le soufflet s'effondre à 500 € le mégawattheure électricité pour l'année 2023. Alors, est-ce qu'il y a eu de la spéculation ? Oui, il y a beaucoup de spéculation là-dedans, mais pas que, parce que les fondamentaux sont vraiment extrêmement soutenants dans cette crise. C'est-à-dire qu'encore une fois, le gaz, on n'est pas certain qu'il y en ait assez en 2023 et pour cet hiver. Et du coup, l'électricité, qui reste très fortement corrélée, suit 1 pour 1. Alors finalement, on a la bulle qui se dégonfle un peu, courant d'été, et puis on ne sort pas des difficultés. On a les attaques sur Nord Stream 1 et 2 qui font encore vraiment des sauts sur le prix gaz très très fort. Ça retombe, et aujourd'hui, on est finalement à une situation très très intermédiaire où ça s'est détendu, mais on reste à des niveaux qui ne sont pas soutenables d'un point de vue économique. Alors, encore une fois, on reste dans la crise d'approvisionnement gazier. Donc, quels sont les fondamentaux gaziers nouveaux en 2022 ? Alors, sans surprise, ce qui se passe, c'est qu'on a une substitution de l'approvisionnement européen par méthanier
en lieu et place compensant les apports du gaz russe, qui sont matérialisés sur le graphique gauche par la ligne orange. Vous voyez qu'elle est en forte baisse par rapport aux multi-annuels, qui sont le bandeau gris, mais également quasiment en disparition totale, puisqu'on n'est pas à zéro en fait, mais pas loin. Et puis à droite, on voit les livraisons méthaniers avec la ligne en haut à droite, qui est donc la ligne pour 2022, qui matérialise les volumes apportés en 2022. Donc, constat, on substitue, oui, on remplit les stockages gaziers, oui, mais on a une destruction de la demande. Ce qui a permis aussi d'ailleurs de remplir finalement les stocks gaziers en 22, c'est qu'on a une grande destruction de la demande industrielle, économique, dommage économique en Europe, on verra de quelle ampleur. Enfin, quatrième point, sur ces nouveaux fondamentaux, ok, l'année 2022, on l'a passée, les stocks sont remplis, qu'est-ce qui se passera en 2023 pour l'hiver 23-24 ? Encore une fois, on voit bien que la ligne qui matérialise les importations de Russie, finalement, elle montre le volume qu'on a pu livrer en 22 depuis la Russie, qui est quand même conséquent. En 23, on peut s'attendre à zéro. Comment est-ce qu'on substituera finalement ce volume? Est-ce que la capacité d'importation par méthanier est suffisante pour l'Europe? Pas forcément, surtout à quel prix? Alors sur ces fondamentaux finalement du marché gaz, eh bien, on se penche maintenant sur le marché électricité en 2022. Qu'est-ce qu'on a connu? Donc bien entendu une flambée extrême du prix, mais on a eu quelque chose de très particulier cette année, vous y avez peut-être été confronté, c'est qu'à un moment ou à un autre, si vous avez sollicité une offre de fourniture, on vous remettait plus de prix, plus de cotation, arrêt du marché totalement illiquide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Parce que qui vend, finalement, in fine, c'est un producteur. Or, en 2022, ils sont touchés par deux phénomènes très impactants. Les fondamentaux, la sécheresse qui amène des difficultés de refroidissement, le nucléaire, mais tout le thermique finalement. Le fil de l'eau, il y a un déficit énorme en Suisse et en Europe en 22. Et puis, il y a aussi le transport du gaz sur le Rhin, du charbon sur le Rhin jusqu'aux centrales allemandes. Donc c'est un peu la triple peine par rapport aux fondamentaux. Également la disponibilité du parc nucléaire français, on y reviendra. Et puis il y a un deuxième impact très inattendu pour les 11 initiés, c'est l'épuisement de la trésorerie des producteurs en garantie. Axel, c'est pas très clair en tout cas pour moi. Est-ce que je peux savoir pourquoi la hausse des prix de l'électricité impacte la trésorerie de distributeurs comme Alpiq ou Axpo? C'est quoi le lien? Alors finalement, tous les producteurs qui vendent à terme leur production, ils sont tenus de garantir financièrement la livraison. Donc concrètement, ça veut dire quoi? S'ils vendent à terme à un prix fixe, bas, ensuite, ils doivent toujours garantir à l'acheteur financièrement la capacité à, en cas de défaut de fourniture, de livraison, de se retourner sur le marché. Or, ça doit garantir le différentiel de prix entre le contrat à terme, initialement conclu, et le prix du marché. Or, celui-ci a tellement augmenté que cette demande de garantie est devenue phénoménale et a vraiment assoiffé les trésoreries. L'acheteur, c'est donc SIG. Exactement. Et ça explique pourquoi Alpiq a passé un coup de fil au Conseil fédéral à la fin de l'année 2021 et qu'Axpo a une ligne de crédit de 4 milliards? Exactement, 100%, c'est tout à fait ce phénomène. On peut d'ailleurs aisément calculer, estimer à plusieurs milliards l'impact pour ces sociétés. Donc voici finalement la situation électricité très très problématique 2022. Alors maintenant, quelles sont les perspectives? Partons d'aujourd'hui, quelles sont les perspectives sur le marché électricité? Dans quelle direction va aller le prix électricité? Alors il y a trois éléments qu'on peut noter. Il y a les éléments baissiers. Alors clairement, on a les stocks de gaz qui sont plus que pleins pour toute l'Europe. C'est une excellente nouvelle, c'est quand même phénoménal, on ne s'y attendait pas forcément. Et ça, c'est très rassurant. Deuxièmement, on a également les bassins alpins qui sont finalement bien remplis. Donc on a aussi de l'électricité sous forme d'eau stockée dans nos barrages. Enfin, il y a quand même la diminution de la demande et aussi la partielle destruction de la demande qui fait qu'on consomme quand même moins. Donc ça, c'est très favorable. Aussi, ce qui reste, c'est naturellement l'hiver rigoureux. On est toujours au début de l'hiver. Donc comme l'année passée, on dit si on a un hiver très rigoureux, ça va donner des tensions sur les prix. Et puis, il y a bien sûr toujours l'incertitude du conflit qui perdure et qu'on n'est pas à l'abri d'événements extraordinaires comme on l'a vu récemment. Ensuite, il y a un troisième élément finalement en perspective dont j'ai peu parlé, c'est la disponibilité du parc nucléaire français.
Alors on est un peu à la croisée des chemins, parce que d'une part, on est bien en dessous de ce qu'on attendait à cette période, selon les annonces normalement notamment d'EDF pour la remise en service des réacteurs. En même temps, on voit quand même qu'il y a une amélioration continue dans la remise en service, trop lente, mais qui se matérialise quand même, de ces réacteurs. Donc là aussi, c'est un peu un joker. Normalement, c'est plutôt soutenant, plutôt favorable. Donc voici les perspectives qu'on a aujourd'hui. Pour terminer, en conclusion, encore plus, je me souviens de cette slide l'année passée, encore plus cette année, on voit que c'est vraiment l'économie d'énergie, l'utilisation efficace et la substitution finalement de la consommation par un approvisionnement d'énergie renouvelable locale qui permet encore une fois de s'extraire de l'exposition à la volatilité marché qui fait si mal à l'économie cette année. Voici. Merci Axel. Vous aurez sans doute des questions, je vous propose de les poser au terme des présentations. J'appelle donc Véronique Cattanet-Riser, vous êtes directrice de la gestion et distribution des réseaux, SIG, autrement dit, Axel Sparre s'occupe d'acheter le gaz et l'électricité, et vous et vos équipes, vous vous occupez de distribuer, ainsi que l'eau également, à nos domiciles, dans nos entreprises, le gaz, l'électricité et l'eau. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le premier point sur lequel je voudrais revenir et insister, c'est que ce risque de pénurie d'électricité dont on parle aujourd'hui et qui nous occupe depuis quelques mois, en fait, il est tout sauf nouveau. Ça fait des années que la Confédération l'a identifié comme étant le plus grand risque auquel est confrontée la Suisse. C'est devenu encore plus concret à l'été 2021, lorsqu'il y a eu la rupture des négociations sur les accords cadres avec l'Europe, ce qui a amené, si vous vous en souvenez, à la fin de l'été 21, Guy Parmelin à faire un discours d'alerte finalement sur le risque de pénurie pour 2025. Alors depuis, il y a eu une dégradation successive, jamais imaginée des facteurs, que vous a expliqué Axel, qui nous amène plus à parler de 2025, mais bien de cet hiver 22-23. Alors ça ne vous aura peut-être pas échappé, la semaine dernière, il y a une étude qui a été mandatée par l'Office fédéral de l'énergie, dont les conclusions se veulent plutôt rassurantes, puisqu'ils nous disent que la sécurité d'approvisionnement en électricité de la Suisse pour l'hiver 22-23 n'est pas gravement menacée, même si le scénario de pénurie ne peut pas être exclu. Bon, okay. On souffle un peu le chaud et le froid. Axel l'a expliqué, le niveau de remplissage des stocks à plus de 95% au niveau européen, le remplissage des barrages dû aux précipitations de ces dernières semaines, le début d'automne particulièrement doux pour un mois d'octobre, et puis tout ça, ça a permis de détendre effectivement la situation. Mais il ne faut pas se leurrer, le risque de pénurie, il persiste. Et il ne peut que persister, ce risque, il est structurel. Tant qu'on dépendra de nos voisins pour notre approvisionnement électrique l'hiver, on est soumis à leurs décisions sur leur stratégie énergétique et au contexte géopolitique, finalement, européen, particulièrement en ces temps troublés. S'il y a une chose que la pandémie a montrée dans les années précédentes, c'est l'importance de la préparation pour faire face à ces situations de crise. Alors tant mieux si on échappe cet hiver à la pénurie. J'ai envie de vous dire, ça servira pour l'hiver suivant, parce qu'on va sortir du printemps avec des stocks de gaz à zéro, et il faudra re-remplir ces stocks de gaz potentiellement sans aucun apport de gaz russe. Donc le message clé ici de ma présentation, c'est préparons-nous, et le but c'est de montrer quel va être le rôle de chacun dans cette préparation. On est tous concernés dans la préparation à différents niveaux. Le rôle de la Confédération, c'est de préparer et de mettre en place les mesures pour assurer l'approvisionnement de la Suisse en cas de pénurie. Si la pénurie de gaz ou d'électricité devait être actée, on passerait dans un mode de fonctionnement qui serait en fait très proche du mode qu'on a connu pendant la pandémie de Covid, c'est-à-dire un mode de fonctionnement par ordonnance fédérale. Pour cela, la Confédération a mis en place deux organisations au fonctionnement similaire
à l'ancienneté pas tout à fait similaire, puisque Austral, qui est l'organisation pour l'approvisionnement de l'électricité en cas de crise, existe depuis plus de 30 ans. Elle a été mise en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale face au risque systémique de pénurie d'électricité, alors que l'OIC, ça fait exactement 30 jours qu'elle est en place, donc l'Organisation d'intervention de crise pour le gaz. Alors on avait un modèle assez clair, et la Confédération s'est vraiment basée sur l'exemple de l'organisation australe pour mettre en place l'organisation d'intervention de crise pour le gaz. Le rôle des gestionnaires de réseaux de distribution, ça veut dire SIG dans notre cas, c'est d'appliquer strictement les ordonnances une fois que la pénurie sera déclarée et que ces ordonnances auront été publiées par la Confédération, et d'exécuter les mesures techniques qui vont permettre de mettre en place les recommandations, pas les recommandations, les obligations stipulées dans ces ordonnances. Notre rôle, c'est aussi de transmettre et d'expliquer à vous, nos clients, les communications fédérales, et de vous accompagner dans la démarche de mise en œuvre de ces obligations fédérales. Votre rôle à vous, en tant qu'organisation, en tant que collectivité, en tant qu'entreprise, il se résume en 3 mots. Préparation, préparation et préparation. Il faut vous préparer. Ça veut dire que personne ne va être épargné par les mois, dans les mois et les semaines qui viennent, par ces mesures de préparation. Il faut mettre en œuvre, définir d'abord des plans de continuité d'activité et puis les exercer. Ces plans de continuité d'activité, c'est de votre responsabilité de les définir, de les exercer pour assurer que votre entreprise passe ces mois et ces années potentiellement de crise dans les conditions les moins pénalisantes pour vos processus et pour vos modes de fonctionnement. Si on va un peu plus dans le détail de ce que contiennent finalement ces plans de pénurie, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz, on voit ici bien la similitude de niveau. Le premier niveau, c'est dans les 2 cas des appels volontaires à la réduction de la consommation, qu'il s'agisse de consommation électrique ou gazière. La Confédération a structuré 4 niveaux de mesures qui vont crescendo et qui seront enclenchés en fonction de l'intensification potentielle de la crise énergétique. Les niveaux 2, 3 et 4 seront enclenchés que sur publication des ordonnances fédérales, autant pour le gaz que pour l'électricité. Donc on n'est pas encore dans ce cas-là, on s'y prépare. L'objectif, c'est de ne jamais atteindre le niveau 4, je vais y revenir particulièrement si les mesures au niveau 2 et 3 sont correctement mises en place. Pour l'électricité, on estime que le niveau 1 nous permet d'économiser à peu près 5% de la consommation électrique. Au niveau 2, c'est l'interdiction de l'utilisation des appareils particulièrement énergivores, type sauna, escalator, affiches publicitaires, éclairage publicitaire. Et là, on imagine 10% supplémentaires qui peuvent être économisés. Le niveau 3, c'est le niveau du contingentement. Je vais y revenir plus en détail. C'est autour de 20%, ça peut être 15 à 30% suivant la situation énergétique, de pourcentage de réduction de consommation électrique qui sera décidé et fixé par ordonnance par la Confédération. Et finalement, le niveau 4, suivant le mode de délestage qui sera imaginé, on est à maximum 50% d'économie d'électricité possible. Si on revient un peu sur cette étape du contingentement, je voudrais particulièrement insister dessus parce que mon sentiment, c'est que dans les discussions que j'entends, dans les interrogations qui circulent, j'entends beaucoup trop parler du délestage. Le délestage, c'est la phase ultime à laquelle on ne va pas arriver si l'étape de contingentement est faite correctement. Donc c'est notre rôle à tous de ne pas sous-estimer cette phase de contingentement. C'est la seule à même de nous éviter de passer dans le scénario catastrophique du délestage finalement. Dans cette phase, chaque organisation, entreprise, collectivité qui consomme plus de 100 000 kWh par année doit étudier les possibilités de réduire de 15, 20, 30% sa consommation d'électricité. Pour une durée, une fois que les ordonnances seront publiées, ce sera pour une durée minimum de 1 mois, en comparaison de la consommation électrique de l'année N-1 pour fixer le taux de contingentement. Le pourcentage précis du taux de contingentement, on ne le connaît pas encore. Il sera fixé en fonction de la situation énergétique par la Confédération et il vous sera communiqué par SIG. C'est notre rôle en tant que gestionnaire de réseau de distribution. On vous communiquera
à chacun, finalement, le taux de l'électricité qui devra être économisée basé sur la même période de référence une année avant. Le stade 4, celui qu'on ne doit pas atteindre, si vous avez bien suivi, sera enclenché donc seulement si les 3 niveaux précédents n'ont pas permis de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau électrique, et il concernera tout le monde, y compris les particuliers. Dans une logique qui n'est pas forcément facile à comprendre parce que ce n'est pas une logique géographique. On n'est pas sur une logique de plan de quartier. On est ici, ce qui va déterminer les zones de délestage et qui est délesté quand, c'est vraiment la structure technique du réseau, c'est le maillage du réseau moyenne tension, et c'est uniquement ça qui pourra expliquer le fait qu'une rue va être délestée à telle heure alors que la rue parallèle, elle, aura de l'électricité. Alors, un certain nombre d'infrastructures critiques selon les règles australes, on essaiera de ne pas les délester, mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une minorité d'infrastructures critiques qui pourront ne pas être délestées. Il faut partir du principe que l'architecture réseau ne permettra pas de sauver toutes les installations dites critiques ou pertinentes pour l'approvisionnement. C'est vraiment la grande majorité d'entre nous qui allons être délestés sous 2 scénarios. Si on est sur le scénario 33% d'économie, alors c'est une alternance de 4 heures de coupure suivie de 8 heures d'alimentation qui seront mises en place en tournant. Si on est sur un scénario de 50% d'électricité, a priori ce serait des cycles de 4 heures, coupure, alimentation d'électricité. Vous comprenez aisément pourquoi on ne veut pas en arriver là. Si je reviens au plan de gestion pénurie gaz, donc on l'a vu, premier niveau appelle à réduire volontairement la consommation. Le niveau 2 est très spécifique au gaz, puisqu'ici, il concerne uniquement les entreprises, les organisations qui disposent d'une installation thermique qu'on appelle bicombustible, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner aussi bien au gaz qu'au mazout. Afin de limiter la consommation au gaz et sur publication à nouveau des ordonnances contraignantes, la Confédération rendrait obligatoire le passage au mazout de ces installations, ces organisations qui sont bicombustibles. On estime ici pouvoir économiser à peu près 20% de la consommation du gaz de la Suisse si on rend cette étape 2 obligatoire. Au niveau 3, c'est l'obligation de baisser, c'est des mesures contraignantes obligatoires, typiquement d'obligation de baisser le chauffage dans les bâtiments, que ce soit public, bureau, mais aussi dans les bâtiments privés. Et puis finalement, le niveau 4, c'est l'étape de contingentement. Et là, de façon similaire à ce qui a été mis en place et discuté pour l'électricité, c'est si les 3 premiers niveaux ne suffisent pas, toutes les organisations, entreprises et collectivités concernées, alors sauf les consommateurs ici qu'on dit protégés, ça veut dire typiquement les habitations privées, les services d'urgence et les réseaux de chauffage à distance, devront diminuer leur consommation d'un pourcentage qu'on ne connaît pas, qui sera à nouveau là fixé par la Confédération en fonction de la tension sur la situation, sur la situation énergétique. C'est là aussi SIG qui vous communiquera le pourcentage de gaz qui devra être économisé, basé sur la consommation de l'année N-1. Et c'est SIG également qui sera responsable de consolider ces informations et de les remonter à l'organisation d'intervention de crise, à l'OIC, en fin de période, puisque ce sera notre rôle, effectivement, de faire le lien, comme on l'a vu, entre vous, les clients, et les organisations fédérales. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Retenez une chose, c'est qu'on est tous concernés et que si on fait tous notre part, on évitera la crise la plus tendue, et que si ce n'est pas sur cette année, il faut se préparer parce que c'est un risque structurel de la Suisse auquel on va être confronté dans les prochaines années. Et finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui comme effort d'efficience énergétique pour rabâcher encore, c'est tout ce qui est de gagné par la suite, puisque vraiment l'objectif reste, indépendamment finalement de cette crise, de moins consommer et de mieux consommer. Merci. Merci Véronique Tanner-Iser. Je vous propose maintenant d'aller peut-être plus concrètement sur ce que SIG peut faire et sur ce que vous pouvez faire dans votre rôle de chef d'entreprise, de collectivité, votre rôle et vos responsabilités pour faire face à cette potentielle pénurie. Laurent Cherbu, vous êtes responsable des grands comptes à SIG, c'est-à-dire des clients qui consomment beaucoup d'électricité, mais aussi des collectivités. Je vous propose de nous dire ce que vous faites SIG et ce que nos clients doivent faire.
Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour vous présenter la démarche qui a été mise en place par SIG pour vous accompagner dans cette période difficile et inédite. Nous venons toutes et tous de traverser quelques années déroutantes qui sont des crises récurrentes et qui nous ont invités fortement à augmenter notre capacité de résilience. Et c'est dans ce cadre-là que les collaboratrices et les collaborateurs de SIG sont à vos côtés pour vous accompagner. Vous accompagner parce que la situation actuelle, vous qui représentez les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, elle est particulièrement difficile et nous en sommes très conscients. À ce titre, nous souhaitons vraiment vous accompagner au quotidien avec l'ensemble de nos équipes qui sont vraiment mobilisées, tout d'abord pour vous aider à réduire dès à présent votre consommation énergétique, parce qu'avec notre support, réduire maintenant votre consommation d'énergie, c'est éviter les mesures contraignantes dont notre collègue vient de vous parler. Anticiper, c'est donc se préparer, en parallèle de la réalisation des économies d'énergie, c'est se préparer à potentiellement passer au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Donc pour ce faire, nous vous recommandons fortement d'élaborer, de travailler sur un PCA, un plan de continuité d'activité, qui revient en fait à planifier le fonctionnement de votre entreprise, de votre organisation en période de crise. Alors, anticiper, c'est se poser des questions. Par exemple, quelles options existent pour abaisser notre consommation d'énergie? Autre exemple, quelles sont les installations ou les appareils dont nous pourrions nous passer? De même, est-ce que le plan de continuité d'activité a été élaboré? Est-ce que les mesures contenues dans ce PCA ont été testées? Est-ce que les ressources disponibles dont nous allons avoir besoin pour réaliser ce PCA seront disponibles? Est-ce que les collaboratrices et les collaborateurs que vous allez solliciter pour réaliser ce PCA sont formés? Bref, toutes ces questions, idéalement, doivent être mises même en situation pour entraîner vos équipes à fonctionner en mode gestion de crise. Alors pour ce faire, nous vous accompagnons, nous misons une fois de plus sur le capital humain, à l'image de l'événement d'aujourd'hui qui se veut convivial. Vous aurez la possibilité à la fin de la conférence de poser l'ensemble de vos questions aux équipes, aux experts SIG qui vous attendent au stand approprié. Nous avons également voulu former vos chargés de clientèle et vos chargés de clients qui, vous le savez, sont vos points d'entrée de référence à SIG, les former afin qu'ils puissent comprendre toutes les interrogations pointues que vous vous posez pour vous préparer à cette gestion de pénurie potentielle. Nos équipes s'appuient sur des experts, les mêmes qui seront d'ailleurs présents pour partie dans les stands pour répondre à vos questions. Nous avons également mis à disposition et développé un système de communication, un dispositif de communication vraiment personnalisé pour répondre à l'ensemble de vos questions, pour vous informer en fonction de votre typologie, en fonction que vous soyez une entreprise, une institution. On a vraiment mis à disposition des informations mises à jour d'une manière quotidienne, qui sont également suivies par des réponses aux questions concrètes que vous vous posez. Alors vous le savez, SIG, depuis près de 20 ans, vous propose du mieux et du moins consommé pour la réalisation de la transition énergétique de vos organisations. Nous vous proposons des outils pour monitorer, pour suivre votre consommation énergétique. De même, nous vous proposons des programmes pour réaliser concrètement les économies d'énergie dont nous avons parlé, à travers Ambition Négawatt, à travers OptiWatt. Et c'est vrai que récemment, je faisais un bilan avec nos collègues d'Eco21.
où près de 400 à 500 entités, dont vous-même, êtes engagés dans ce programme. Il semblerait qu'il y ait à peu près 1 à 2 actions de performance énergétique que nous avons identifiées ensemble et que l'on pourrait déployer et qui seraient à nouveau rentables de déployer dans les prochains mois. Donc rendez-vous compte, ça veut dire que nous avons entre 800 et 1000 actions de performance énergétique prêtes à être déployées. Nous vous proposons également des produits, des solutions pour vous assurer que l'énergie que vous consommez soit de plus en plus respectueuse de l'environnement. Et Madame la directrice de la IHEID en a cité quelques-unes tout à l'heure. Plus récemment, depuis avril 2022, nous avons amplifié des mesures d'aide exceptionnelles, de soutien, notamment en augmentant de 50% le montant des primes SIG Eco21 pour vraiment stimuler les économies d'énergie. De même, nous avons augmenté de 50% le budget des primes solaires pour stimuler notamment les petites toitures, les petits producteurs solaires pour vraiment se déployer sur le canton. Et nous avons également accéléré la réalisation des audits énergétiques. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je reste à votre entière disposition pour vous aider à traverser cette crise énergétique. Merci. Tout à l'heure, à la sortie, vous pourrez rencontrer vos chargés de clientèle. Il y a des spécialistes aussi Eco21 qui pourront répondre à vos questions. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez en poser déjà maintenant. Prenons le temps d'échanger, que ce soit sur les prix du marché, sur la pénurie ou autre chose. Oui, monsieur, on peut apporter. Merci. Charles Milot, horticulteur. J'ai une question par rapport au contingent. Le jour où ça va être déployé, comment va être traité le client? Celui qui a fait des efforts, qui a à l'année N-1 mis des panneaux solaires, pour donner un exemple, ou qui a réduit sa consommation de manière abondante, va-t-il être traité la même chose que celui qui n'a rien fait? Merci. Je crois qu'il m'est choix de répondre à cette question. Et malheureusement, la réponse, elle ne va pas vous plaire. C'est bien ce que j'ai besoin de continuer. Non, c'est pas juste. Mais vous avez bien compris. Ça veut dire qu'on va prendre la consommation de l'année dernière et votre taux de contingentement, il va être basé là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en mode crise et la pandémie l'a montré. Hein. Il y a tout sauf des mesures équitables qui sont prises. On est en mode crise et c'est l'efficacité avant tout qui prime. Et c'est pas gérable de pouvoir finement ajuster en fonction des niveaux et des potentiels d'économie qui auraient été réalisés par certains et pas par d'autres. Ce ne sera pas dans les ordonnances. Les ordonnances vont être très, très claires là-dessus. C'est le taux, c'est la simplicité qui prime pour que le mode crise soit déployé le plus efficacement possible pour justement ne pas passer en stade 4 où là, on ne fait plus non plus dans la dentelle du tout. Et c'est le seul moyen d'éviter de passer à ce stade 4. Donc je suis désolée, c'est injuste. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous êtes déjà dans cette démarche d'optimisation énergétique, ça veut dire qu'il y a déjà toute une logique d'économie d'énergie, de moins consommer, toute une culture qui est en place chez vous, qui j'espère va vous permettre d'être aussi mieux armé pour aller plus loin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On a reçu une question par mail que je vais vous adresser, Axel, à savoir pourquoi les prix de l'électricité produite en Suisse subissent l'envolée des prix sur le marché européen. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas indépendant de ces envolées de prix? Alors la réponse, elle est assez simple. Hein. C'est un constat de dépendance de la Suisse aux importations pour couvrir la totalité de sa demande. C'est vrai que c'est saisonnier, mais on le connaît tous maintenant, je pense, avec l'actualité. L'hiver, la Suisse importe. Donc elle importe d'où? De l'Allemagne ou de la France. Elle doit, en termes de marché, montrer un signal de prix qui
provoque cette exportation et importation. Donc on va payer plus cher que le prix en Allemagne. Si le prix en Allemagne est à des niveaux extrêmes à cause du gaz, on payera encore plus cher. Oui, monsieur. Merci. Bonjour à tous. Jean-François Roussel, Transport public Genevois. Je voulais savoir si on avait une idée des pénalités qui pourraient être imposées en cas de non-respect au niveau des stades 2, 3, 4, ex post, j'imagine. Voilà, est-ce qu'on sait déjà dire ce qui se passera? Non, on ne connaît pas le montant. Il y aura des amendes qui sont imaginées pour ceux qui ne respectent pas leur taux de contingentement. C'est quelque chose qui sera clarifié lors de la publication des ordonnances et qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Merci. Oui, bonjour, Nicolas Dubois, directeur technique au Fairmont Grand Hôtel. Quand vous parlez des économies à réaliser par rapport à N-1, on parle de l'année 2021 ou de l'année 2022 qui va être quasiment terminée? Puisque nous, en 2021, dans l'hôtellerie, l'activité était tellement faible qu'on a réduit au minimum toutes nos consommations énergétiques. Donc en 2023, si l'activité reprend, si on arrive à maintenir déjà une consommation identique, ça sera déjà des efforts importants. Oui, on parle bien de l'année N-1, donc si on est en décembre 2022, ce serait décembre 2021. Et si on est en janvier, février 23, ce sera par rapport à février 22 de l'année précédente. Okay. Peut-être un complément d'information. Il apparaît, bien que, comme nous l'avons dit, tant que les ordonnances ne sont pas publiées, bien nous ne savons pas exactement, il apparaît qu'il pourrait être possible pour certains acteurs qui connaissent des variations d'activité très fortes de pouvoir solliciter l'approvisionnement économique du pays pour présenter une demande en dérogation pour vraiment que le mois de consommation qui soit pris dans le calcul corresponde davantage à votre réel secteur d'activité, en fait. Voilà. Mais ça reste une hypothèse pour l'instant. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Valentin Huffert, Société Immobilière GeoArv. Concernant les déchargements électriques qui arriveront probablement dans des périodes où l'approvisionnement en chauffage doit être garanti pour des immeubles, comment est-ce que vous avez prévu de séparer l'alimentation en électricité des systèmes de chauffage de la consommation pour éviter que, parce qu'on décharge l'électricité de consommation, on se retrouve avec plus de chauffage, plus d'eau chaude, que tout soit coupé dans des immeubles? Oui, c'est une bonne question. Ce qu'il y a, c'est que aussi au niveau SIG, on fait des plans de continuité d'activité et typiquement, il faut qu'il y ait des groupes électrogènes de secours qui prennent le pas pour pouvoir fonctionner quand on est dans des cycles de délestage alternés, typiquement que la centrale de production du Lignon fonctionne et que quand on repasse sur un mode de délestage, elle fonctionne en permanence parce que c'est le groupe électrogène qui va prendre le relais. Donc c'est par ces plans de contingence que ça va pouvoir être assuré, même si certaines infrastructures critiques sont en phase de délestage, et c'est bien ça auquel il faut réfléchir, c'est quelles sont les alternatives dans vos entreprises pour pouvoir passer le moins mal finalement ces phases. Mais du coup, qui doit organiser ça? C'est chaque propriétaire immobilier pour chaque immeuble individuellement, ou est-ce qu'il y aura un programme de communication de la part des SIG ou une prévention en amont? Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait eu j'ai jamais entendu parler de l'hypothèse de ce problème, en tout cas dans la communication, que ce soit de la part de l'État, des SIG ou des acteurs de l'énergie. C'est vraiment chaque propriétaire qui est responsable d'organiser son backup. Hein. La réponse est ça. Au niveau de la communication, là, je ne suis pas sûre. Mais... Oui, dès lors que les informations seront disponibles, c'est bien SIG qui viendra vers vous, communiquer avec les instruments de communication qu'on vous a présentés tout à l'heure, pour vous préciser ce genre de réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ?
Bonjour, Ricardo Carvalho, coopérative d'habitation des cheminots de Genève. J'ai une question sur le délestage, justement. Nous, on a une gestion à distance du chauffage avec un prestataire. Donc, si on coupe l'électricité, il n'y aura plus la gestion du chauffage, donc tout sera éteint. Parce que lui ne pourra plus utiliser son matériel et nous, on n'aura plus de communication. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Donc la réponse est oui, s'il n'y a pas de plan pour fonctionner indépendamment de l'électricité, comme je disais, par exemple un groupe électrogène, dans le cas que vous mentionnez, le chauffage sera impacté en même temps que le délestage. Je vous propose de prendre une dernière question. Monsieur. Bonjour, Monsieur Wicht, Fondation des Évaux. Comment appliquer le contingentement sur les nouveaux titulaires de compte? J'en sais rien du tout. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Nadia, il y a la directrice d'électricité qui est au fond, qui tripigne pour répondre. Vas-y, si tu as... Ça sera certainement précisé dans les ordonnances. C'est ça. Ah, ça, je pouvais dire aussi. Mais... Non, je plaisante, Nadia. Mais c'est une bonne question. Non, effectivement, c'est un peu la réponse bateau. On attend la publication des ordonnances plus sérieusement. Ce type d'exception sera précisé certainement dans l'ordonnance. Voilà. Oui, parce qu'on peut encore préciser que les ordonnances sur le gaz ont déjà été mises en consultation. En revanche, il n'y a pas encore eu de consultation pour les ordonnances sur l'électricité. Exact. C'est juste. Et même les ordonnances sur le gaz, elles ont été mises en consultation. Mais il y a eu un certain nombre de commentaires qui ont été faits et on n'a pas la conclusion des modifications potentielles par rapport à la publication de ces ordonnances sur le gaz. En ce qui concerne les ordonnances sur l'électricité, on les attendait pour fin octobre. Finalement, on parle plutôt de fin novembre maintenant. Donc, on ne les a pas encore vues, elles n'ont même pas été mises en consultation. Et effectivement, tous ces cas, toutes les questions que vous avez prouvent bien que il y a un certain degré de réflexion qui est en cours pour couvrir et répondre à toutes ces questions dans les ordonnances, qui peut expliquer le temps que ça met pour les sortir. On gardera en conclusion ce que vous nous avez indiqué. Il faut vous préparer. Il y a beaucoup de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Donc pour l'instant, préparez-vous du mieux que vous pouvez. Je vous remercie.